Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Cyril Aslanov, avec lequel nous parlerons de la littérature israélienne. Cyril Aslanov, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous recevoir. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était pour parler de l'hébreu, qui était au centre d'un colloque international à l'UNESCO, et nous nous étions promis de consacrer une émission avec vous à la littérature israélienne que vous connaissez bien. Alors, je voudrais commencer par Meir Shalev, disparu il y a un mois environ, un peu plus d'un mois, grand écrivain israélien, né en même temps que l'État d'Israël en 1948. Il est né à Nahalal, il a vécu à Jérusalem. Il a commencé par des livres pour enfants et pour la jeunesse, et probablement à cause de ça, il était extrêmement aimé du public. Pas seulement. Ces romans qu'il a commencé à écrire sur le tard, à l'âge de 40 ans, enfin, il a publié son premier roman pour adultes en 1988, à l'âge de 40 ans, ont captivé une très grande partie du lectorat israélien par leur faculté à inventer des histoires très vraisemblables, en partie inspirées par des histoires de famille. Toujours, le cadre de ces romans renvoie Israël à son origine pionnière, Halutzik, dans un endroit qui est toujours à peu près le même, le Emek Israël, la vallée d'Israël, en Basse-Galilée. Et il y a une très grande exploitation de cette veine, de ce filon, qui permet en fait de comprendre que l'origine de l'État d'Israël, c'est cet esprit chaloutzik qui ressemble un petit peu, mutatis mutandis, c'est toute proportion gardée, à des sortes de cow-boys juifs installés dans cette province marécageuse dont les marais ont été asséchés par des vaillants pionniers. Alors, un de ces derniers livres, Meir Shalev, s'appelle « Ma Bible est une autre Bible ». C'est traduit en français, comme beaucoup de ses livres, d'ailleurs. Oui, alors, la Bible est un élément cardinal et central de l'inspiration littéraire et fictionnelle de Meir Shalev. Une Bible relue évidemment très laïquement, une Bible qui, comme dans l'enseignement israélien, l'enseignement laïque israélien, qui n'est pas le religieux, est un livre d'histoire, une œuvre littéraire et non pas un livre saint. Mais ce n'est pas parce que c'est seulement un livre d'histoire et un livre littéraire que c'est peu. Parce qu'en fait, outre la dimension esthétique et historiographique, il y a un autre aspect très important pour un Israélien laïque, c'est la Bible comme livre de morale. Un livre de morale immanente, où Dieu est un peu évacué, puisqu'on se concentre sur des histoires d'êtres humains, sur les patriarches, les matriarches, les rois et les prophètes, mais toujours envisagés sous l'angle de l'humain et du social. Et dans l'œuvre fictionnelle de Meir Shalev, très souvent, il y a des allusions à la Bible, soit dans le titre, soit dans la structure narrative. Par exemple, dans le deuxième roman, Esav, qui a été traduit en français par Le baiser d'Ésaü, il y a une figure qui est en fait une réplique d'Ésaü en tant qu'il est le jumeau mal aimé, qui se sent mise au banc de la famille, et parce qu'il n'a pas hérité de la bénédiction du père. Et dans ce roman, comme par hasard, l'autre jumeau s'appelle Jacob, Yaakov. Donc il y a vraiment une réécriture de l'épisode Jacob-Ésaü du livre de la Genèse dans le contexte des pionniers qui ont
faire fructifier la terre d'Israël à partir des années de la deuxième Aliyah, à partir de 1904. Donc, au lieu que ce soit un épisode biblique, c'est un épisode chaloutzik, mais dont la structuration est inspirée par une vieille histoire biblique. Et il y a aussi, parce que la Bible était une source d'inspiration constante pour lui, il y a un livre qui s'appelle La première fois, ou Le premier commencement, je ne sais pas comment ils ont traduit en français, mais en hébreu c'est Réchit, et qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, où il était question il y a des chapitres comme ça qui se suivent, le premier rire, le premier rêve, le premier amour, le premier prophète, etc., etc. Et c'est un abord de la Bible qui est particulier, qui est singulier. C'est une manière très intéressante de lire la Bible qui est typique du système d'enseignement laïque, séculaire en Israël, qui consiste à lire le texte de façon très technique et le quadriller, un petit peu comme pour se préparer au baccalauréat de Bible, qui est une épreuve redoutée des potaches israéliens. On a un peu l'impression que c'est un travail de potache, mais bien mené, et qui arrive en fait, qui vise à ranimer l'intérêt pour la Bible, intérêt qui s'est éteint. Le public israélien... Et pour les personnages de la Bible. Oui, oui, parce que le problème de la potachisation de l'enseignement de la Bible dans le système d'enseignement laïque en Israël, c'est que, comme on l'impose aux jeunes de 17-18 ans, qui ont peut-être mieux à faire que de lire les livres des rois ou d'Isaïe, la matière n'est pas appréciée. Meir Shalev, en fait, c'est un homme qui avait des valeurs de Israel of the good old days, Israël du bon vieux temps. Donc c'est un type qui avait une nostalgie pour la vie agraire dans la région de Emek Israël, dans la vallée d'Israël. Il avait une nostalgie pour les Chalutzim. Il avait une nostalgie pour le patriotisme de Bonalois, teinté à gauche, enfin orienté à gauche. Il était plutôt classé à gauche, effectivement. Il était journaliste et chroniqueur dans Yediot. Oui, la gauche patriote. La gauche patriote, oui. Oui, oui. Pas la gauche qui se renie ou qui renie l'État, mais la gauche patriote qui revendique avec fierté l'héritage sioniste des pères fondateurs. Et je crois qu'il y a derrière cette volonté de ranimer l'intérêt de la jeunesse pour la Bible, quelque chose qui est typique de Meir Shalev, un refus de cette tendance, plutôt tel-avivienne que véritablement israélienne, à vivre dans Il habitait Jérusalem, quand même. Oui, je suis un Jérusalémitain et donc je n'aime pas beaucoup Tel Aviv. Et je vois Tel Aviv... Non, je veux dire, lui était... Oui. Un résident de Jérusalem, oui, à ma connaissance. Il est né dans un moshav très célèbre qui est Mahalal, dans le Emek Israël. Toujours le Emek Israël, c'est un rural, c'est un homme de la nature, c'est un homme des vieilles valeurs agraires, des Chalutzim. Et il n'aime pas cet esprit nouveau qui consiste à dénigrer toute chose en Israël. Et il a essayé donc de ranimer l'intérêt des jeunes pour ce livre éternel qu'on appelle en hébreu le livre des livres. Sefer HaSfarim. Alors, c'est une mauvaise année pour la littérature israélienne, Cyril Asnanov, puisque Meir Shalev s'est éteint après Amos Oz et après Abei Yehoshua, les deux icônes de la littérature israélienne. Il ne reste plus que David Grossman pour tenir le flambeau de cette génération. Bon, je dirais que la différence d'âge entre David Grossman, né en 54, je crois, et Tzroya Shalev, la cousine de Meir Shalev, née en 1959 ou 60, est minime. On peut dire que David Grossman et Tzroya Shalev appartiennent à la même génération. Et je pense que il ne faudrait pas réduire le Parnasse israélien récent à la Sainte Trinité, Amos Oz, Aleph Bet Yehoshua, David Grossman. Il faudrait rajouter la figure de Tzroya Shalev, très, très grande écrivaine, qui mérite véritablement
d'être considéré comme faisant partie de ce club des figures centrales du monde de l'être israélien. Alors, ces grands écrivains disparaissent, en tout cas à un moment où la société israélienne vit un profond bouleversement, à la fois sécuritaire, politique, moral. Qu'est-ce que ça vous inspire, Cyril Aslanov? Le fait que les auteurs vieillissants nous quittent, ou le fait que la société israélienne a quelques problèmes? Les deux, ils nous quittent au moment, au fond, où peut-être qu'on aurait voulu les entendre sur ce qui se passe. On entend remarquer beaucoup David Grossman, qui a participé aux manifestations, qui a fait des discours, qui est très présent aujourd'hui. Je dirais une chose qui déborde peut-être du cadre de la neutralité requise dans une émission littéraire, mais si l'on considère les personnes qui manifestent ou qui s'expriment, c'est la meilleure partie d'Israël. Ce sont les vieilles élites politiques qui ont perdu le pouvoir, et les élites économiques qui l'ont toujours, et les élites culturelles, la conscience de la nation. Bien loin de cette base électorale populiste, manipulé par des démagogues, qui est responsable de la petite majorité qui a permis la constitution de cette coalition problématique. Donc, plus loin, disons, au-delà de la position de l'écrivain, qui traditionnellement en Israël, l'écrivain s'exprime sur des sujets politiques et sociaux. C'est une tradition qui remonte à assez loin, mais qui remonte peut-être aux prophètes. Il y a aussi, je veux dire, les grands écrivains qu'on a cités, les 4 grands noms. Plutôt que de dire que ce sont des écrivains de gauche, est-ce qu'on peut dire que la source d'inspiration, c'est pas la figure du prophète, aussi avec lequel il joue? Meir Shalev est très attaché donc à la réactualisation des messages, des thèmes et des récits bibliques dans le présent ou dans le passé récent. Tzroya Shalev aussi d'ailleurs, c'est intéressant. Les 2 cousins aiment beaucoup la Bible. Amos Oz, non. Amos Oz, à mon avis, est un auteur qui vit dans le présent. Dans son présent, dans le présent qu'il a connu, qui est un passé aujourd'hui, mais qu'il a vécu comme un présent. Aleph Bet Yoshua, c'est très compliqué. Je dirais qu'il est peut-être plus passéiste que Amos Oz, mais il a une fascination pour toutes sortes d'univers, pas seulement l'univers biblique. Aleph Bet Yoshua nous fait voyager partout, en Inde, dans l'ex-Union soviétique, avec l'histoire du responsable des ressources humaines. Très beau livre. Dans le passé, avec l'histoire de Benatar, le Tangérois, qui va... Oui, voyage en l'an 1000. Au bout du millénaire. Massal et Thomas Elef, le voyage d'un séfarade tangérois dans une petite ville obscure de la Lotharingie qui s'appelle Metz, et où le Tangérois découvre avec stupéfaction qu'il y a des juifs très différents de lui, très peu nombreux, sous la houlette de Rabbeinu Gershom. Voilà. Oui, lui, il est bigame, et il voit une communauté minuscule qui, sous la houlette de Rabbeinu Gershom, le luminaire de l'exil, a adopté des standards monogamiques. Donc ça, c'est un autre rapport à la Bible, puisque chez Aleph Bet Yoshua, s'il y a eu une référence à la Bible parfois, elle est complètement noyée par une profusion d'informations, d'univers qu'il brasse. Shiva, qui est le récit d'un voyage en Inde et d'un retour d'Inde. Toutes sortes d'univers qui sont brassés et qui montrent qu'en fait Israël moderne est un pays ouvert au monde, qui n'est pas seulement un pays qui travaille sur son passé, sur son héritage biblique ou prophétique, sur son héritage chaloutzik. C'est aussi un pays qui dialogue avec les pays du monde entier. Ça, c'est la vision de Aleph Bet Yoshua.
Un de ses derniers livres, d'ailleurs, à Abbé Yoshua, porté sur le troisième temple. Oui. Et c'est un court livre. Très court. Qui se passe dans une cour rabbinique. Oui. Et, je veux dire, il a anticipé un peu les problèmes qui sont au cœur de ce que vit la société israélienne aujourd'hui. Oui, est-ce que c'est vous avez ironique. cette impression ? Oui, alors c'est assez ironique parce qu'en fait, le livre, qui est une longue nouvelle ou un tout petit roman, raconte l'histoire d'une juive française qui arrive en Israël et qui a un projet utopique qui est de reconstruire le troisième temple autrement que sur le mont du temple, autrement que sur ce lieu problématique qui est non seulement le mont du temple mais aussi l'esplanade des mosquées. Elle voudrait établir un sanctuaire où l'on offrirait des oblations végétariennes, des menachot, le pluriel de mincha, donc des offrandes végétariennes, sans tuer des animaux, dans un endroit qui n'est pas le mont du Temple et qui se trouverait plutôt dans la vallée du Kedron, là où il y a le monument, le pseudo-monument d'Abshalom. Donc, la pseudo-tombe d'Abshalom. Donc, elle voudrait en fait dédramatiser le rapport au futur. Le peuple juif n'a pas seulement un rapport au passé, mais aussi un rapport au futur, en déplaçant la rêverie de la reconstruction du temple dans un autre endroit, pas très loin du mont du temple, et d'une manière différente, inspirée d'ailleurs par des principes qui existent dans la littérature médiévale. Maïmonide, par exemple, était plutôt favorable au végétarianisme, et dans cette optique-là, on pourrait penser qu'il est légitime de penser à des alternatives à la reconstruction du temple. Or, quelques mois après la disparition de Aleph Bet Yoshua, à l'âge de 85 ans ou 86 ans, un des parlementaires devenu ministre de l'Intérieur, Itamar Ben-Gvir, a une obsession qui lui martèle la tête, qui est de manifester la présence juive sur le mont du Temple, et il déclenche, à mon avis, de façon assez manipulative, je ne pense pas qu'il croit un mot aux bêtises qu'il profère, mais par souci, à mon avis, politique, électoral, démagogique, et pour occuper une place centrale dans le débat politique, cet histrion caresse l'utopie d'une reconstruction d'un temple où on apporterait en sacrifice des animaux de manière sanglante, dans un endroit où d'ailleurs la réalisation d'une utopie de ce genre pourrait provoquer un bain de sang qui ne serait pas seulement l'effusion du sang des bêtes que l'on apporte en sacrifice, mais malheureusement du sang humain, parce qu'une telle chose déclencherait un bain de sang au Moyen-Orient. Alors, je pense qu'on aura l'occasion peut-être de vous faire revenir quand ce livre paraîtra, ce livre de Yehoshua. Ah, mais il est paru déjà. Il est déjà paru, ah bon ? En hébreu. Non. Oui, en hébreu, je sais bien, mais en France, il n'est pas encore paru, à ma connaissance. Ah, peut-être que non, oui. Eh ben, vous reviendrez pour en parler. C'est un livre intéressant parce qu'il parle d'ailleurs, il parle un peu du judaïsme français. Il parle d'un Av Beit Din français crapuleux, qui alors, je suis sûr que c'est une ironie, parce que Aleph Bet Yoshua était extrêmement ironique, à la limite du méchant. Oui. Il a appelé... Il pouvait l'être, il pouvait être méchant. Ce Av Beit Din... Contrairement à Moses, qui était la douceur même. Oui. Il a appelé le Av Beit Din du nom de... Zerbib ou quelque chose. Modiano. Oh, oui, c'est une pierre dans le jardin du pauvre Patrick Modiano. Alors, c'est dommage, on n'aura pas l'occasion de parler de la jeune génération, mais on va en dire quand même un mot, parce qu'il y a toute une jeune génération d'écrivains qui est là. On peut citer la cousine de Meir Shalev, vous l'avez cité. Elle n'est pas jeune, hein. Elle a dépassé 60 ans. Elle fait partie du relais du travail de relais entre l'ancienne génération et la nouvelle. Il y a Eshkol Nevo, il y a Orly Castelblum, il y a Zerouia Shalev, il y a Sayed Kashwa, il y a Edgar Keret que vous n'aimez pas. Dorit Rabinian. Moi j'aime beaucoup Dorit Rabinian.
Dorit Rabinian. Extraordinaire écrivaine. Elle est née dans les années 70. C'est une femme dans le middle age, d'âge moyen, très talentueuse, très originale, qui est arrivée à trouver un filon inédit, qui est le filon du judaïsme iranien en Israël. C'est une israélienne d'origine iranienne, persane, et elle est arrivée à trouver une voie très originale dans le monde littéraire israélien, en faisant parler le persan à l'intérieur de l'hébreu. Très très brillant, très extraordinaire. Et c'est pas seulement des mots. Il y a dans la structure romanesque de son roman La fille du pêcheur, je crois, Les filles du pêcheur, il y a des motifs que si on connaît le monde iranien, et notamment le classique de la littérature persane qui est le Shahnameh, le livre des rois de Firdausi du Xe siècle, on peut relire la fiction moderne israélienne écrite en hébreu en donnant du sens grâce au Shahnameh de Firdausi. D'un mot, mais vraiment 10 secondes, dans le rayonnement d'Israël, au seuil de ses 75 ans, il y a le cinéma israélien, il y a les séries télévisées très prisées dans le monde, est-ce que la littérature israélienne, mais d'un mot, parce qu'on arrive au terme malheureusement, est-ce que la littérature israélienne reste un domaine d'exception ou un domaine d'excellence? Oui, bien sûr, parce que pour un pays de 10 millions d'habitants à peine, avec un lectorat beaucoup moins nombreux que 10 millions, d'ailleurs surtout composé de femmes, des études ont été faites qui montrent que ce sont surtout les femmes qui lisent en Israël, eh bien il y a une profusion d'auteurs, une productivité d'œuvres qui est véritablement miraculeuse. Et je l'attribue au fait qu'Israël n'a pas ce côté vieilli des vieilles nations comme la France et l'Angleterre qui ont subi la crise du récit. En Israël, on aime encore raconter des histoires parce que la vie fourmille d'histoires. Alors, on continuera si vous voulez bien, cet entretien une autre fois. J'aurais bien aimé aussi vous faire, vous êtes un candidat idéal pour le questionnaire Pont-Neuf, donc on le fera. Merci en tout cas Cyril Aslanov d'avoir évoqué toutes ces grandes figures de la littérature israélienne. C'était Pont-Neuf, l'émission consacrée à l'actualité du livre. Bon dimanche à tous.